Ici, nous sommes à Méret, dans l'Eure, dans les murs d'une start-up qui conçoit et fabrique tous ces drones. Alors, ce sont des machines que vous connaissez peut-être dans leurs applications militaires, sur les terrains de guerre. Pourtant, l'avenir des drones est aux drones civils. Et pour comprendre à quoi ils serviront et à quoi ils servent déjà, je vous propose une petite escapade dans les Alpes. Grenoble, en France, au pied des Alpes. Dans les montagnes enneigées, un gendarme et une équipe d'ingénieurs se préparent à simuler une intervention de secours. Objectif, retrouver une randonneuse perdue depuis plusieurs heures. D'accord. On fait un suivi. On sait le sentier qu'elle a suivi et on va suivre ce sentier. Ce sentier-là. On fait un suivi d'itinéraire. Okay. On va tenter de la détecter sur cet itinéraire. Si on n'y parvient pas, on fera une couverture de zone. Ok. Donc voilà. Un suivi de sentier en vol automatique. C'est parti. La zone à couvrir est immense, plus de 30 km². Pour aller plus vite qu'une recherche classique, ils vont utiliser un drone, un objet volant sans pilote. La recherche de personnes, c'est un scénario qui est très consommateur de temps, de ressources personnelles, de moyens, et pour lequel le drone va nous donner une aide très précieuse. Donc on a une bibliothèque de plans de vol en fait où tous les sentiers de la région sont référencés. Donc là on va suivre un sentier de grande randonnée qui sert de piste de ski de fond en hiver. Le plan de vol est là-dessus, j'ai plus qu'à le mettre dans le drone. Le drone se déplace grâce à un GPS qui lui permet de suivre le plan de vol. Il est aussi équipé d'une caméra haute définition. Sur le retour écran, le gendarme peut à tout moment l'immobiliser et zoomer. Ah, c'est parfait comme ça. Zen, la caméra un peu à gauche, s'il te plaît. Est-ce que tu peux descendre un petit peu en altitude pour qu'on ait plus de détails, Dominique? On met de la marge sur la végétation. Ok, poursuis, ouais. Reprends le plan de vol. C'est parti. Il nous reste encore 45 minutes d'autonomie. Celui qui a imaginé une telle application, c'est lui, l'homme en vert. C'est pas elle? Frédéric Serre est un passionné de nouvelles technologies et de haute montagne, et il a su allier ses deux passions. C'est sûr qu'il y a un côté émouvant parce qu'on est en train de concrétiser la première idée qui a été mise au point dans l'origine de l'entreprise, qui permet avec un drone de secourir une personne en danger en montagne. Lorsque Frédéric Serre n'est pas en tenue de grand froid, il est en costume dans son entreprise. C'est une des plus importantes en Europe en matière de drones dans le monde civil. Un drone sort chaque jour de son entrepôt. Ils sont construits en fibre de carbone pour qu'ils soient les plus légers possibles. Mais pour Frédéric Serre, ce n'est pas le drone la véritable innovation. De la même façon qu'on a connu des ordinateurs qui se fabriquaient dans les années 90, en réalité, ce n'est pas le micro-ordinateur qui a pu être vraiment intéressant pour l'homme. Ce qui a été intéressant, c'est le logiciel qui a permis à l'homme d'exécuter des tâches qui étaient auparavant fastidieuses. Donc le drone, c'est un petit peu l'ordinateur, c'est la partie matérielle. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est la partie logicielle. Le capteur, c'est le secret de l'intelligence du drone. Au département de recherche et développement, les ingénieurs réfléchissent à plusieurs usages de capteurs, comme par exemple dans le domaine de l'agriculture, en utilisant un capteur spécialisé dans la détection de l'infrarouge. On utilise ce capteur infrarouge pour mesurer l'activité photosynthétique des plantes. Des plantes qui sont exposées à la lumière vont faire beaucoup de photosynthèse et donc va en réémettre dans l'infrarouge. Et cet appareil en fait permet de capter le rayonnement infrarouge. Sur cette plante, l'envers de la feuille est absolument jaune et donc ça veut dire qu'elle ne fait pas de photosynthèse. Seules les parties en vert correspondent à de la photosynthèse. Lorsqu'une plante est en bonne santé, elle émet beaucoup de photons. Et inversement, lorsqu'elle manque d'eau, d'engrais ou qu'elle est attaquée par des insectes, elle en émet moins. C'est cette variation que le capteur infrarouge du drone va mesurer et que le logiciel va analyser. À plus grande échelle, dans les champs, le drone muni de capteurs infrarouges peut cartographier rapidement l'état des plantations. L'agriculteur peut ainsi ajuster les traitements en pesticides et en engrais. Le même type de capteur infrarouge peut aider aussi à détecter des différences de température. Céline Soubera est une spécialiste en la matière.
Le capteur infrarouge est vraiment adapté en plus pour la détection de personnes dans la neige. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un détecteur de chaleur. Voilà, tout simplement, vous le voyez d'ailleurs sur cette image, là je suis dans un showroom, donc là le mur est à, je sais pas, peut-être à 20 degrés dans l'ambiance, etc. Moi je suis à 35 degrés. Donc il y a une différence de 17 degrés entre ma personne et le fond. Donc le détecteur voit bien la différence entre ma personne et le fond. Donc c'est facile, avec un capteur infrarouge, de détecter des personnes. Et d'autant plus le cas, évidemment, en montagne, où on est dans un environnement où il fait très froid, 0 degré. Donc la différence de température, du coup, entre la personne et le fond est encore plus importante. Donc on peut détecter même encore plus loin une personne dans son environnement. Résultat sur le terrain. Les recherches continuent et Frédéric a équipé le drone du capteur infrarouge. Dans cette vision thermique, ce capteur détecte les différences de température. Même la nuit ou en plein brouillard, ils pourront détecter une personne dans la neige. Stop! Elle est là, elle est là. C'est bon, on l'a trouvé. Monte un peu, Zen. Elle est en haut, tu vois. Elle est là, c'est parfait. Sur le fond neige, c'est bluffant et c'est parfait, c'est vraiment parfait. C'est bleu, quoi. Ok, bon bah c'est bon, c'est réalisé. On poursuit le plan de vol. On repère la position GPS. Après avoir noté les coordonnées GPS de la victime, retour au camp de base pour le drone. Il lui reste une dernière mission à effectuer. Un des scénarios qu'on envisage pour le secours en montagne, c'est la dépose d'objets légers, donc une trousse de secours, mais ça peut être aussi une radio pour rentrer en communication, par exemple, avant que le secours arrive. Dans ce scénario, ce qui est réaliste, c'est d'emmener quelque chose de chaud, par exemple. Vous avez été localisé, restez là. Les secours arrivent. You have been located. Stay there. Help arrive. La mission est accomplie. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice. Mais Frédéric espère bien inonder le marché du secours en haute montagne et des stations de ski l'hiver prochain. Je suis convaincu qu'à terme, on pourra faire des choses vraiment extraordinaires, porter un meilleur service à nos citoyens, aux montagnards, s'exposer moins quand on pourra s'exposer moins. J'en suis persuadé. Maintenant, il faut dompter ces technologies, les rendre les plus proches possibles de nos cibles, en fait. L'Europe va ouvrir de plus en plus son ciel aux drones d'ici 2015. Et dans quelques années, ces drones seront un peu partout, au-dessus de nos têtes. Retour à Méré où je suis en compagnie de Christopher Sevilla. Christopher, bonjour. Vous êtes, on peut le dire, un pionnier dans le domaine des drones. Quelles sont les applications éventuelles du drone que vous pilotez? Alors les applications pour le drone aujourd'hui, c'est beaucoup d'accéder sur des sites où il est difficile à l'homme d'accéder. Donc on remplace aujourd'hui les personnes qui se mettent en rappel le long de bâtiments. Et ça permet de prendre des images et des clichés sur des zones difficiles d'accès. Et ces clichés ensuite peuvent être identifiés et analysés par des experts. Et on peut imaginer aller contrôler l'état des tuiles sur le toit avec l'appareil? C'est le but de ces engins, en fait, de pouvoir aller dans des zones inaccessibles par l'homme. Et ce qui est aussi pratique avec ces engins, c'est qu'ils sont rapidement déployables. Donc on peut faire l'expertise de bâtiments, de toits, assez rapidement. Et on peut imaginer d'autres applications pour les drones? Aujourd'hui, nous, on travaille plus sur des sites de prélèvement de gaz pour voir en fait si les gaz sont toxiques avant que les personnes aillent sur le site. Ensuite, avec des capteurs d'images, on peut aller prendre des photos et différents types de capteurs d'images, que ce soit thermiques ou couleurs. Moi, si je veux prendre les commandes de l'appareil, est-ce que j'en ai le droit? Oui, seulement pas avec ce drone. Ce drone, en fait, c'est un drone professionnel et il faut une formation pour pouvoir s'en servir. Une forme de brevet? En effet, une partie théorique QLM à prendre et puis une autorisation en fait à avoir avec le constructeur. Dans le commerce, on trouve des drones qui sont en vente.
N'importe qui peut les piloter, cela? Ces drones-là, vous n'êtes pas obligé de faire une école de formation ou avoir une autorisation. Vous pouvez les piloter, l'acheter, mais il faut le faire chez vous en fait. Donc sur un site privé ou sur une zone de terrain de modélisme. Le drone est une activité qui est amenée à se développer. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un encombrement de l'espace aérien à terme? Et avant que vous ne répondiez à la question, je vous propose de regarder cette animation qui fait le point. Depuis quelques années, le ciel s'est peu à peu encombré. En l'espace de 100 ans, quelques pionniers passionnés et des voyageurs privilégiés, dont de drôles de machines, ont laissé la place au transport de masse. Chaque jour se croisent désormais dans le ciel européen 27 000 avions. Si l'on rajoute à ce trafic celui des hélicoptères, des ULM ou des sondes, l'espace aérien est aujourd'hui saturé. Et pourtant, de nouveaux engins viennent à leur tour peupler notre ciel, les drones. Des objets volants sans pilote embarqué, parfois totalement autonomes. Des centaines de milliers de drones ont été vendus depuis 5 ans, surtout pour un usage de loisir. Mais beaucoup d'autres drones civils vont permettre aux hommes de réaliser des tâches jusqu'ici dangereuses ou difficiles. Ils filment déjà pour le cinéma et la télévision, et demain ils pourront surveiller le trafic routier en temps réel, détecter des gaz dangereux, effectuer des livraisons dans des zones isolées, apporter des secours dans des zones de catastrophes naturelles, mais aussi nous surveiller ou nous espionner. Ces prochaines années, les drones vont se multiplier, se miniaturiser, voler en escadrille à l'intérieur comme à l'extérieur. Croiser des drones n'étonnera plus personne. Gare aux collisions. Alors l'encombrement aérien, est-ce que c'est un vrai problème et est-ce qu'il est imminent? C'est un réel problème. C'est le premier souci de la Direction générale de l'aviation civile en France et à l'étranger. Donc on s'y prépare. Est-ce qu'on peut imaginer la mise en place de couloirs aériens pour des drones par exemple? C'est ce qui doit être fait en effet. Une altitude et puis une direction, la même chose que pour les avions en fait, sauf un plafond plus bas. Nous on est limité à 150 mètres d'altitude. Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes de pilotage par GPS pour aller d'un point à un autre sans dévier de la trajectoire? Aujourd'hui c'est possible, on le fait, les engins sont capables de le faire. Malheureusement, on est limité sur la distance aujourd'hui. Dans le cadre des scénarios de vol en France, on est limité à 1 km de distance dans le scénario. On n'a pas le droit d'aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Après, on est dans un scénario un peu particulier. Les machines sont capables de le faire, mais par souci justement de sécurité, l'aviation civile restreint ces autorisations. Merci Christopher de nous avoir fait découvrir ce domaine des drones. Alors évidemment, vous n'êtes pas le seul à fabriquer des drones sur cette planète. Il existe même une mode, un hobby aux États-Unis. Ça s'appelle Drone It Yourself. Regardez ce qu'on a déniché sur le net. Aux États-Unis, les drones suscitent un véritable engouement. Des milliers de bricoleurs et amateurs de système D se sont autoproclamés droners. Ce mouvement a pour chef de file Chris Anderson, l'ancien rédacteur en chef de la revue américaine Wired. Sa société imprime des drones en 3D et les vend en kit sur Internet. Les communautés de makers se sont emparées de cette innovation dans le pur esprit du do-it-yourself, c'est-à-dire le faire soi-même.